Alors, nous allons commencer notre, j'allais dire marathon de clôture. Non, notre moment de clôture. J'ai conscience, comme nous avons conscience comme organisateurs, que la journée était dense et un petit peu serrée, mais nous avions eu le plaisir de voir des personnalités tout à fait passionnantes répondre positivement, qu'elles soient d'ailleurs de France ou d'étranger, à notre invitation. Et nous allons pouvoir effectivement nourrir de manière tout à fait passionnante, je crois, et parfois contradictoire, vous l'avez vu, ne serait-ce qu'à la table ronde précédente, des échanges pour faire un bel ouvrage pour donner à penser. Alors, ces personnalités d'avant étaient tout à fait remarquables et, comme on dit le mot magique aujourd'hui, inspirantes. Celles-ci, autour de la table, ne le sont pas moins. Donc, je vais commencer par Marie Calmet. Je vous remercie beaucoup d'être là, qui est juriste et présidente de l'association With de Gaulle. Ensuite, nous avons à notre droite Jean-Louis Etienne, que je ne présente pas, et qui est un grand ami, que je remercie d'être encore une fois présent quand je lui demande d'être là. Alors parfois il me dit non, alors il me met un petit SMS. Non, je suis en Antarctique, Bettina, vraiment pas possible, mais là, il était là. Et je suis très heureuse d'accueillir également Bertrand Badi, qui est le professeur qu'on connaît à Sciences Po, qui est, alors mon Dieu, surtout pas le spécialiste de géopolitique, parce qu'il a horreur de ça, donc le grand spécialiste des relations internationales, et celui que j'ai moi tant de plaisir à écouter très souvent à l'émission Esprit Public à France Culture, et c'est vrai que vos interventions sont toujours passionnantes. Alors en plus, maintenant, vous vous donnez donc dans l'émission. Alors c'est dans l'air, c'est ce soir. Voilà, on vous voit souvent et c'est toujours très passionnant. Alors j'ai demandé à Thomas comment dirais-je, d'animer avant qu'Hubert Védrine vienne la conclure cette séance, mais avant, je vous propose d'écouter les propos d'une scientifique. Nous avons eu Valérie Masson-Delmotte, et j'ai demandé à Camille Parmesan, qui est une femme tout à fait remarquable, qui a été membre du GIEC, qui est une américaine, et Camille, en fait, a été une invitée américaine du président de la République française quand M. Trump s'est mis à dire beaucoup de mal du réchauffement climatique. Vous savez que la France a accueilli des chercheurs, et donc nous avons été, nous Français, extrêmement honorés d'accueillir Camille, tout simplement parce que c'est une grande scientifique, et surtout c'est la spécialiste de quelque chose dont on n'a pas assez parlé à mon sens, mais on ne peut pas parler de tout, c'est l'adaptation au changement climatique, et c'est surtout elle qui, il y a une vingtaine d'années, a mis en lumière les interactions entre le réchauffement climatique et les changements en matière de biodiversité. Donc nous allons l'écouter et puis peut-être ensuite Thomas fait réagir nos invités à toutes ces questions. Hello, I'm Camille Parmesan. I'm very pleased to be coming to you from sunny Austin, Texas. I'm sorry I can't be there in person, but I'm delighted that I was asked to present some of the highlights of our recent IPCC report in terms of what have the impacts of climate change been on species up to ecosystems, and explain the essential role that nature plays in building a climate resilient society. So high biodiversity equals a healthy ecosystem. When you have a lot of species, there's a lot of redundancy for the functions that those species are performing. They're out of sync, so some species may become less active at certain times of the year, and other species then are able to become more active. And so you keep that ecosystem functioning at a high level the year around. And also if one particular set of species is impacted by, say, a hurricane or some drastic event, then you've got other species to come in and take their place.
Now, unfortunately, climate change is already causing a loss of biodiversity just with about 1.1 degree centigrade warming that we've already had. We're seeing early signs of whole species going extinct. There are two very clear examples of an amphibian and a small mammal, but 92 additional extinctions of amphibians can now be related not just to chytrid fungus, but how climate change has actually caused chytrid fungus to become more virulent. And this is from 2 decades of intensive experiments that have occurred since we first started seeing those extinctions. We're seeing mass mortality events driven by increasing heat waves and droughts. Hundreds to thousands of individuals have died in single events. This is happening around the world, and it's happening to such diverse groups as mammals, birds, fish in the oceans, as well as fish in freshwater lakes and trees. And again, this is happening everywhere. And we're seeing hundreds of population extinctions driven primarily by heat waves and at the sort of warm range boundary for many of those species. But this is all adding up to many, many areas starting to lose key species that are part of that functioning ecosystem. And as species get lost, the whole system becomes less stable. In other words, it's more prone to large fluctuations in its ability to function. Functioning in general declines. And when I say functioning, I mean its roles as climate regulator, both creating rainfall and helping to suck up carbon dioxide from our atmosphere, water provisioning, water cleansing, water storage, pest and disease control. And where you've got crops that are near to native areas, those wild areas provide the pollinators to pollinate those crops. Et lorsque nous tournons vers l'avenir, nous projetons des pertes de la biodiversité terrestre et d'eau douce. Certaines zones auront peut-être plus d'espèces, mais on l'a recherché dans tout le groupe de travail. Et ce qui se passe, c'est que l'on voit les signaux de changement climatique dans des zones qui semblent saines, mais dès qu'on va dans la plupart des régions du monde où l'on a des champs agricoles, des grandes villes, alors ces espèces ne sont pas en mesure de se déplacer. Et donc, on voit des pertes de biodiversité. Et là où nous nous projetons vers l'avenir, c'est surtout une projection de perte. Même à 1,5 degré, l'on voit que beaucoup de parties du monde perdent plus de 25% des espèces. Ça empire. Il y a des zones peu chaudes dans le nord, dans les zones tropicales, dans l'Amazone, dans des parties de l'Australie, de l'Afrique du Sud également. Et lorsqu'on arrive à 4 degrés, l'on voit plus de la moitié des zones terrestres vont perdre plus de 50% des espèces localement. Et lorsque l'on commence à avoir ce niveau de perte, les écosystèmes ne peuvent plus fonctionner correctement, ils sont moins résilients au stress et ils fournissent moins de services à la population. Ce que nous voyons également, c'est une mortalité accrue des arbres du fait de la sécheresse, non seulement dans les régions sèches, mais également dans l'Amazone, dans les forêts du Nord, dans les forêts boréales. L'on voit des augmentations des attaques d'insectes. Il y a des saisons de croissance plus longues, donc il y a plus de générations d'insectes. Et ces dégâts provoqués par des insectes provoquent des émissions de carbone lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils consomment le bois et les espèces. Et nous voyons également une augmentation du risque d'incendie. Le groupe de travail numéro 1 qui a publié un rapport au mois d'août
indique que les conditions atmosphériques qui provoquent les incendies ont augmenté. Dans notre groupe de travail numéro 2, nous avons montré que ça a un impact. Et vous voyez une augmentation des zones brûlées, notamment aux États-Unis, liées au changement climatique anthropogène. Il y a eu une augmentation par 2 des zones brûlées. Et ces incendies ont lieu toute l'année. Auparavant, en Californie, on avait une saison des pluies où il n'y avait pas d'incendie. Maintenant, la Californie a des grands incendies toute l'année. Et vous avez des zones qui n'ont jamais brûlé, telles que le Yorkshire, par exemple. À l'échelle mondiale, nous avons des systèmes au carbone pour servir de puits de carbone pour le carbone qui est déjà dans l'atmosphère. Les océans, par exemple, qui ont absorbé 20 à 30 du carbone que nous avons émis. Et la Terre absorbe 20 supplémentaires. Donc, lorsque vous voyez ces hotspots de carbone, vous voyez les zones où il y a plus de stockage de carbone. Et là où vous regardez les endroits où il y a le plus de biodiversité, vous voyez qu'il y a pas mal de recoupements. 38% des zones où il y a beaucoup de carbone, il y a également beaucoup de biodiversité, mais seuls 12% de ces zones sont protégées. Donc, tous ces processus écologiques que les changements climatiques ont déjà fait intervenir affaiblissent les puits de carbone historiques. Donc, elles ne sont plus des puits, sont des sources de carbone. Donc, il y a de plus en plus d'insectes, dessèchement des tourbières, dessèchement de la toundra. Certaines zones deviennent des puits de carbone. Ensuite, elles deviennent des sources de carbone. Elles redeviennent des puits. Mais à un certain moment, des grandes zones deviendront purement des sources de carbone. Et quand ça se produira, quand ça se produit, vous avez des effets irréversibles sur le climat. C'est-à-dire, quoi que fassent les humains pour réduire nos propres émissions, le système naturel va continuer à produire des émissions parce que nous l'avons placé dans un nouvel état. Alors, on m'a demandé ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je viens du Texas. Je vous parle du Texas. C'est un État où on produit du pétrole. Le pétrole est au cœur de son économie, mais il est frappé par le changement climatique. En 2011, il y a eu une sécheresse record, 20% de plus chaud et 10% de plus sec que tout autre été. En 2019, il y a eu des conditions arctiques à cause de la déstabilisation du vortex dans les pôles. Et il y a eu des tempêtes de glace au Texas, notamment. Il y a eu des pannes de chauffage pendant des semaines. 250 à 700 personnes sont mortes. Le Texas est le deuxième État sur lesquels s'abattent les ouragans. Et depuis 1900, 3 des 6 pires ouragans du Texas se sont produits depuis 2000. Il y a beaucoup de dégâts et de pertes de vies humaines à chaque fois. Donc, le Texas s'adapte au changement climatique, même si les politiques disent souvent que le changement climatique n'est pas un problème. Les grandes villes, Dallas, Houston, San Antonio, essayent de faire face aux inondations. La ville de Houston a un grand projet pour verdir la ville afin que les inondations soient absorbées par les sols et la végétation. Les districts en charge de l'eau s'adaptent à la sécheresse. Et même la ville conservatrice de Georgetown est passée à 100% de l'électricité qui provient des sources renouvelables.
Donc, il ne faut pas trop écouter les politiques. Il faut voir ce que font les gens sur le terrain. Et les États-Unis font pas mal. Alors, nous devons produire des aliments. Il faut regarder ce qui se passe en dehors des villes. Et nous continuons à produire des aliments en passant à l'agroécologie. En Europe, il s'agit d'une gestion traditionnelle de la terre. Donc, planter les haies, ça permet d'assurer le gîte et le couvert aux pollinisateurs. Cela permet aux plantes de passer d'une zone à l'autre. Et si l'on passe à de plus petits champs avec une plus grande diversité, avec une végétation native, cela permet d'avoir une économie agricole qui est plus résiliente au changement climatique. Nous devons continuer à transformer nos villes. Il faut qu'elles soient plus vertes. Mais en termes de production alimentaire dans les villes, nous pouvons avoir des ruches, des ruchers, du miel, non seulement pour compléter ce qui est produit en dehors des villes, mais c'est aussi des centaines d'études sur des dizaines de milliers de personnes ont montré que l'accès à des zones naturelles, à des zones vertes dans les villes, permettent une meilleure santé, notamment mentale, des humains. Donc, nous avons des options, mais la possibilité de lutter contre le changement climatique est de plus en plus faible. Nous espérons que les humains pourront concilier développement et résilience, et nous devons tenir compte des grands écosystèmes qui stockent le carbone. Ça veut dire qu'il faut protéger de 30 à 50% des sols. On n'a pas fait d'analyse pour les zones marines, mais dans les océans, nous devons passer à plus de zones protégées également. Mais ça veut dire également que dans d'autres zones, les humains doivent cohabiter avec la nature plutôt que d'être en compétition avec la nature. Merci de votre attention. Camille est certes dans un laboratoire du CNRS français, mais parfois elle enseigne au Texas. Alors, l'intérêt de cette intervention, c'est que, étant donné l'équilibre que nous avons essayé de donner à nos tables rondes, j'avais peur, si vous voulez, qu'avec la dernière table ronde, vous soyez devenu optimiste. Donc, Camille vous a recadré dans ce qui se passe maintenant. Et donc, maintenant, nous allons effectivement pouvoir vous proposer une conclusion. Thomas. Merci, Bettina. Leçon d'optimisme, de la volonté et pessimisme de la connaissance. Gramsci est toujours un peu là, caché quelque part. Bon, Camille Parmesan nous fait le point à partir du 6e rapport, 6e cycle de passage en revue du GIEC et du dernier rapport du groupe 1 que Valérie Masson-Delmotte co-préside et qu'elle a représenté à la table ronde précédente. La conclusion de ce rapport, c'est effectivement qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité pour changer la donne, et cette fenêtre, elle est cadrée par les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc on revient à l'héritage de Rio, alors pas forcément de Rio il y a 30 ans, mais de Rio plus 20. Si on revient à Rio, donc aujourd'hui moins 30, je voudrais savoir, Monsieur Etienne, vous êtes explorateur, à quel endroit de la Terre vous étiez il y a 30 ans pile, et qu'est-ce que ça nous dirait de la situation d'aujourd'hui? Oui, j'ai regardé comme vous avez posé la question. En 1992, j'étais à l'Antarctique. C'est vrai que je fréquente beaucoup les régions polaires. Et les régions polaires, si vous voulez, ce sont à la fois des acteurs du climat et en même temps, ce sont les témoins des changements climatiques. Acteurs du climat, bien sûr, parce que la machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur tropicale permanente avec le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides pour véhiculer cet excès de chaleur vers le froid polaire, la circulation atmosphérique et la circulation océanique. La circulation atmosphérique, on voit effectivement, ce sont l'air chaud monte, comme vous savez. Donc l'air chaud monte, il monte en latitude, il se refroidit, il descend, et par des circulations comme ça, petit à petit, il y a un rééquilibrage entre la chaleur tropicale et le froid des pôles.
Ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, cette circulation a des ratés, effectivement, et on se rend compte de manière paradoxale, ce que l'on vit en ce moment ici, en France et en Europe, des chercheurs qui travaillent à Concordia, c'est une base en Antarctique, ont fait une pose d'une photo posée où en général il fait moins 55, moins 60. Ils ont eu un courant chaud, il a fait moins 11. Moins 11 là où il fait moins 50 en général. Donc la circulation atmosphérique a des ratés, elle nous amène la chaleur et cette sécheresse, enfin bref. La circulation océanique, merci l'océan. L'océan absorbe 93% de l'excès de chaleur. 93% de l'excès de chaleur est absorbé par les océans et il est véhiculé vers le nord. En Atlantique, c'est le Gulf Stream qui amène effectivement la chaleur tropicale qui s'accumule vers la Caraïbe et qui remonte vers les zones polaires pour être refroidie. Ça, c'est la machine climatique qui fonctionne effectivement. Et là, de sérieux ratés, on a ouvert la porte du frigo. L'Arctique, effectivement, est extrêmement touché. C'est la région la plus touchée. Parce que l'Arctique change de couleur. En général, c'était des zones blanches. Tout autour, Sibérie, Canada, couvert de neige une majorité de l'année. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé recouvert par la banquise de la glace. Le blanc a un albédo, c'est-à-dire une capacité à réfléchir la chaleur, qui est près de 100%. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de zones d'eau libre sur l'océan Arctique. Donc, il dit zones d'eau libre sont sombres qui captent, vous voyez, le rayonnement. Et donc, par proximité, ça accélère la fonte de la banquise dont on voit tous les ans qu'à la fin de l'été, elle a régressé. En Antarctique, c'est la même chose. Il y a une montée en température et du niveau de l'océan. Il y a une érosion des plateformes de glace comme ça qu'il y a sur la mer, qui descendent du glacier antarctique. Et à cause du montée des niveaux de eau et de sa température, il y a une érosion avec une libération d'icebergs géants. Ici en France, on parle toujours d'icebergs grands comme la moitié de la Corse, comme si la Corse était l'élément pour mesurer. Ça vous donne une idée de la surface. Il y a une accélération aujourd'hui de la libération d'icebergs. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe en région polaire. Donc il m'arrive bien sûr de parler de ces régions-là. Qu'est-ce qu'elle nous appelle? Je vous ai dit qu'elle nous appelle, enseigne effectivement que les pôles sont des acteurs. Elle nous enseigne aussi que les pôles sont des témoins des changements climatiques. Et je traversais l'Antarctique en 89-90 avec des chiens. Je reviens, je fais une conférence avec Claude Lorius. Claude Lorius est un de nos éminents glaciologues français qui a trouvé que dans la glace de l'Antarctique, il y a des petites bulles d'air emprisonnées. Et si on analyse ces bulles d'air, on peut trouver la composition de l'air du passé. Donc ils font des carottes dans l'épaisseur de glace, ils font fondre ces carottes et ils ont des petites bulles d'air dont ils analysent la composition. Moi, je parlais de mes chiens, Claude Lorius parlait de ses carottes et il met au tableau une image qui nous montre que la Terre a sa vie propre. Elle a des alternances de périodes beaucoup plus chaudes, beaucoup plus froides. Vous avez tous appris alternance glaciaire, interglaciaire. Et donc, on voit cette alternance-là. Et ce qu'on voit tout à droite de l'écran sur sa diapositive, il dit, regardez, là, à la fin, depuis 150 000 ans, il y a une accélération, 150 ans, une accélération rapide de la teneur en gaz carbonique de la température moyenne de la Terre. Là, il dit, c'est la responsabilité humaine. Et il a une phrase que j'ai retenue pour toujours, le processus, il parlait du réchauffement climatique, le processus est enclenché. Vous voyez cette inertie totale de cette machine qu'il va falloir arrêter, et c'est compliqué, elle a une telle inertie. Et alors donc, je fais des conférences, et les gens, bien sûr, qui ne sont pas vos publics d'experts ou connaisseurs des sujets, ils disent, mais vous croyez que les politiques, ils en font assez, regardez, machin, puis voilà. Comme si à l'Élysée ou à la Maison-Blanche ou au Vatican, il y avait un bouton on et off. On a tellement dit que personne ne faisait rien qu'on se dit, ces couillons-là, ils pourront bientôt commencer à agir. Personne n'a une idée de l'inertie du sujet. Quand vous parlez au public, et même nous, d'une manière générale, on n'a aucune idée de la quantité d'énergie que l'on consomme. Vous voyez, vous avez branché ce matin un aspirateur, il fait combien? 2 kilos, 2 téras, qu'est-ce que c'est? En économie, il y a 2 unités.
Il y a le dollar et l'euro. Vous dites 1 million d'euros, même si on ne l'a pas en poche, quoi, on a une idée. 1 milliard, c'est géant, vous voyez. Voilà. Si je vous dis 1 méga, 1 gigawatt, 1 térawatt, vous avez une idée? On n'a pas l'idée de la consommation qu'on consomme. Il y a une référence que je cite souvent à Paris, enfin en France. Rien que pour faire tourner le métro à Paris avec l'énergie renouvelable, avec des éoliennes, par exemple, l'énergie neutre en carbone, il faudrait 400 éoliennes de 2 mégawatts. Les 2 mégas, ce sont celles qu'on a dans nos campagnes, là, qui tournent. Il en faudrait 400 et qu'il y ait 20 km/h de vent. Et donc, j'ai fait un exercice à l'école centrale l'autre jour, et je dis, donc je raconte que l'histoire du métro, et puis, mesdames et messieurs, le métro vient de s'arrêter parce qu'il n'y a plus de vent. Et j'ai dit, mais il faut sortir ces gens du tunnel, là. Vous voyez? Et donc, vous commencez à réfléchir sur la quantité d'énergie qu'il va falloir produire pour sortir les gens du tunnel. Et vite! Vous voyez? Et donc, je vous passe les détails, mais il y a une multitude de propositions. Attendez, on est assez intelligent, on a réfléchi, il y a de l'éolienne qui est dans la vallée du Rhône, il y a le Mistral, on va échanger. Mais dit Tintin, à Marseille, ils la veulent, cette énergie. Ils ont les éoliennes pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'une grande complexité. Donc, la pédagogie, il y a une dame qui a soulevé la question de la pédagogie. Elle est fondamentale, et donc je vais clôturer parce que le temps tourne. À mon avis, on doit pouvoir couvrir les besoins domestiques, je dis bien domestiques, d'une population qui a une connaissance de la préciosité de l'énergie, qui a isolé son toit, qui a fait attention. Vous voyez ce que je veux dire? On doit pouvoir couvrir les besoins domestiques à une condition, c'est qu'il soit intéressé au sujet. C'est que ça se fasse à l'échelle territoriale. Moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit et j'ai 6 éoliennes à 800 mètres de chez moi. La mairesse, elle m'a demandé si j'ai l'autorisé. Je dis, mais bien sûr. Elle me dit, ça me paie la moitié de la voirie. Ça a limité, si vous voulez, les taxes locales. Les gens sont impliqués dans la solution. C'est fondamental. Regardez ce qui s'est passé pendant la Covid. Les gens ont économisé 150 milliards, c'est ça, hein? Ils ont mis à la caisse d'épargne. Ça ne rapporte rien, la caisse d'épargne, vous le savez tous. Sinon, que c'est là, et si on le reveut, on l'a facile. Soyez des acteurs de la solution. Mettez des panneaux solaires sur le toit. Vous allez faire le plein de la voiture avec le soleil. C'est génial. Il y a du fun à être écolo. Puis ça va vous intéresser. Vous allez vous rendre compte que mardi, il y a du soleil. Vous faites la lessive mardi avec le soleil. C'est ça qui est important. Soyez des acteurs de la solution pour que chacun comprenne effectivement. Et je le répète, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Merci, Monsieur Etienne. Vous nous avez rappelé les fondamentaux du prix de l'énergie et de notre mode de vie. Je voudrais qu'on passe à un autre prix, le prix de la paix, parce que ces enjeux-là sont des enjeux qui chahutent le système international. Le secrétaire général des Nations Unies répète à l'envi que cela devrait être la priorité numéro 1 des Nations Unies, alors qu'évidemment, on se disperse. Professeur Badi, vous êtes professeur émérite à Sciences Po, vous êtes un éminent spécialiste des relations internationales. J'entendais M. Etienne à l'instant rappeler la notion de responsabilité humaine. Vous avez été vous-même l'auteur du concept de sécurité humaine. En quoi est-ce que ces questions-là nous ramènent aussi au fonctionnement du système international? Merci beaucoup. D'abord, vous me faites trop d'honneur. Je ne suis pas à l'origine du concept de sécurité humaine, qu'on doit à deux éminents et infiniment plus éminents que moi, économistes, l'un indien et l'autre pakistanais, Amartya Sen et Mahboub ul-Haq, repris dans le rapport du PNUD de 1994. J'ai été parmi les nombreux commentateurs et aussi admirateurs de ce rapport. Je n'en suis pas à l'origine. Bon, ceci dit, vous posez, me semble-t-il, le problème comme il faut, c'est-à-dire nous sommes encore dans un système international qui ne correspond plus du tout à la nature des défis qui nous sont posés. On est dans une logique de transition et cette logique de transition fait que nous traitons
des problèmes nouveaux avec des méthodes anciennes rattachées à des problèmes qui ne correspondent plus à ce qui nous interpelle aujourd'hui. Je voudrais être concret. Tout à l'heure, dans l'exposé de Madame Parmesan, on a très bien compris 3 choses. Et ces 3 choses-là sont en rupture complète avec notre habitus international et avec le mode de fonctionnement des États et des institutions internationales. Premièrement, nous sommes passés de l'acteur au système. Le système international, alors on dit depuis la paix de Westphalie, ça c'est le terme consacré, mais en tous les cas depuis plusieurs siècles, c'était l'interaction d'États, nations, souverains qui s'équilibraient, qui se concurrençaient, qui entraient en conflit les uns avec les autres, qui étaient en situation de négociation permanente. J'ai entendu le mot négociation permanente, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la réalité du monde et des défis auxquels nous nous trouvons confrontés est une réalité systémique. C'est-à-dire que le problème du changement climatique, le problème de la sécurité, ou plus exactement de l'insécurité sanitaire, le problème de l'insécurité alimentaire qu'on laisse toujours de côté parce qu'on la considère comme peut-être moins spectaculaire, ce qui d'ailleurs est absurde en soi, tout ça, ce sont des problèmes systémiques, c'est-à-dire qui dépendent du mode de fonctionnement du système tout entier. Et ce n'est pas en faisant négocier un morceau du système avec un autre morceau de système qu'on réglera le problème. Lorsque vous avez un malaise physique, je connais ça en ce moment, eh ben, vous ne demandez pas à votre main de négocier avec votre tête. Il faut savoir réinventer le système international à partir de cette logique globale. On est passé d'une grammaire de la sécurité nationale à une grammaire de la sécurité globale. On est passé d'un mode où chacun négociait sa part de sécurité à un monde où la sécurité ne se divise plus. Ne se divise plus. Alors évidemment, j'ai le beau rôle en disant ça, parce que c'est plus facile à dire qu'à trouver les solutions pratiques et institutionnelles pour résoudre le problème. Mais c'est un appel, c'est-à-dire si nous ne savons pas convertir nos modes de comportement de nationaux en globaux, on n'y arrivera pas. Je vais choquer probablement, mais c'est après tout mon rôle, en disant que les COP, c'est très beau, mais les COP, ce sont des négociations entre acteurs qui vont chacun défendre leurs petits intérêts, ou leurs gros intérêts d'ailleurs. Et ce marchandage permanent ne sera jamais en prise avec les défis globaux. Il faut arriver à une logique de gouvernance globale. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'utopie, parce que la gouvernance globale, elle est déjà en marche là où on ne peut pas l'éviter. Il y a quantité de secteurs où déjà nous sommes dans une logique de gouvernance globale où les États considèrent qu'après tout, il faut qu'ils abandonnent une part de leur souveraineté et de leurs intérêts nationaux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous passons d'une politique du court terme à une politique du long terme. Et ça, c'est presque encore plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le modèle classique de l'équilibre de puissance, chaque État cherchait à traiter les problèmes en fonction d'échéances définies à court terme. Et il y a une sorte de consensus pour que la rationalité politique soit une rationalité de court terme. Dans les démocraties, c'est évident, c'est la rationalité dont on a besoin pour être élu. Et donc, vous n'allez pas demander à des populations, à des gouvernés, à des électeurs, de faire beaucoup de sacrifices dans le court terme pour gagner dans un long terme au moment où ils seront peut-être allongés sous terre. Mais c'est vrai aussi dans les dictatures et dans les régimes autoritaires, car contrairement à la légende, le dictateur a peur de sa population, a peur de son peuple, a peur de sa société, et donc doit chercher d'une manière autre à flatter cette société, donc à s'installer aussi dans une logique de court terme. Or, les problèmes dont nous discutons aujourd'hui, toutes ces insécurités humaines auxquelles on faisait référence, ne se résolvent qu'à partir d'une logique de long terme.
c'est-à-dire savoir ce que signifie le rééquilibrage alimentaire, le rééquilibrage climatique, le rééquilibrage sanitaire, savoir ce que ça signifie que de devoir aider en priorité les pays les plus souffrants pour, non pas seulement des raisons éthiques, mais également des raisons pratiques. C'est-à-dire, si on ne traite pas les problèmes de sous-alimentation en Afrique aujourd'hui, nécessairement, ça nous retombera sur le pied, pardonnez-moi cette expression vulgaire, dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers le Sahel aujourd'hui, qui est un magnifique exemple de l'effet d'égoïsme national. Et puis le troisième élément, qui est peut-être le plus difficile à saisir, c'est que nous sommes passés d'un monde statique à un monde de mobilité. Le grand principe qui anime le monde d'aujourd'hui sont des principes de mobilité. Tout bouge. Il faut travailler avec le mouvement alors que nous travaillons avec le territorial et le statique. N'oubliez pas que État et statique, c'est la même racine. La mobilité, ça veut dire quoi? La mobilité, ça veut dire des choses très simples. Moi, j'ai été fasciné, je ne sais pas si ça a été cité aujourd'hui dans vos travaux, par une magnifique recherche menée par l'Université d'Arizona et l'Université de South California, expliquant qu'il n'y a pas de terminus aquo ni de terminus aquem dans la mutation des microbes et des virus. C'est-à-dire qu'un virus change tout le temps. Il n'a pas de naissance, il n'a pas un point de départ, il n'aura pas un point d'arrivée. Il est en situation de mutation complète. Eh bien, tout ce qui fait la globalité de notre monde est en situation de mobilité permanente. Et donc, il faut savoir travailler sur le mobile et non sur le statique. Et tout notre outillage institutionnel, il est fondé sur le statique. Et effectivement, nous qui sommes des multilatéralistes de foi, nous nous trouvons confrontés à une institution internationale, qui est le système onusien, qui est plein d'une magnifique rhétorique, mais qui repose sur les trois éléments dont je vous ai dit il y a un instant qu'ils ne correspondaient plus aux défis de notre temps, c'est-à-dire il repose encore sur l'équilibre des puissances et des intérêts nationaux, du bargaining, du compromis entre intérêts nationaux, sur une logique court-termiste et sur une logique statique. Et c'est ça qu'il faut savoir dépasser. Il y avait un grand monsieur, pour qui j'ai énormément d'admiration et d'affection, qui était Kofi Annan, qui avait dit tout ça dans cette formidable déclaration du millénaire. Et il avait eu cette prescience que pour réhabiliter le multilatéralisme, il fallait désormais donner la priorité au multilatéralisme social sur le multilatéralisme étatique. Ce multilatéralisme social, c'est celui qui a eu le prix Nobel de la paix, le PAM, le Programme alimentaire mondial, mais on pourrait associer l'UNICEF, l'OMS, enfin quantité d'agences internationales qui sont en train, et c'est peut-être la part d'optimisme que justement je voulais vous apporter, de régénérer le multilatéralisme et d'aller vers cette gouvernance globale. Mais face à cela, vous avez un Conseil de sécurité. Pensez qu'au Conseil de sécurité, M. Vassili Nebenzia, le délégué russe, dont on entend beaucoup parler en ce moment, a eu l'audace en 2019, lors d'une session plénière consacrée au climat, de dire que discuter du climat au Conseil de sécurité était contre-productif. Contre-productif, vous vous rendez compte le culot? Bon. C'est-à-dire que parler de la sécurité climatique était contre-productif. Eh bien, nous sommes dans ce paradoxe, cette formidable résistance, ce conservatisme ultra-réactionnaire qui est porté par le Conseil de sécurité, ce qui m'a amené à cette formule un peu pompier, mais ça c'est mon genre, qui consiste à dire l'ONU c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne ONU, c'est le multilatéralisme social, et il y a la mauvaise ONU, celle du Conseil de sécurité. Merci, professeur. Vous avez soulevé de nombreuses questions qui m'amènent à me tourner vers notre dernière intervenante, Madame Calmet. Vous parliez à l'instant, professeur, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'a adopté jamais qu'une seule résolution qui fait le lien entre sécurité et climat, portée d'ailleurs
par la France et l'Allemagne dans le cadre de l'Alliance pour le multilatéralisme qui illustre plutôt bien ce multilatéralisme, enfin qui ambitionne d'illustrer ce multilatéralisme social que vous avez repris. Et vous avez dit qu'il y avait là un paradoxe. Et alors moi, j'en ai un énorme et que je soumets à Madame Calmet. Comment est-ce qu'on réinvente des institutions, institutes, ce qui tient debout et ce qui est permanent, en pensant dans une logique de mouvement? En d'autres termes, comment est-ce qu'on met en mouvement le système onusien par le droit pour répondre aux défis que M. Badi nous a exposés à l'instant? C'est pour vous, Madame Calmet, et bon courage. Alors, tout d'abord, pour me présenter, donc, parce que mon association est peut-être moins connue que les éminentes institutions qui sont présentes ici, Wild Legal, c'est une école et un incubateur pour la reconnaissance des droits de la nature. Donc, le mouvement des droits de la nature n'est pas récent, il date des années 70, donc même encore avant Rio, porté par notamment des juristes, mais inspiré par les mouvements autochtones qui ont aussi inspiré Rio et justement les droits des peuples et l'avancée vers une harmonie avec la nature. Et donc Wild Legal s'attache à faire reconnaître en France et grâce au réseau mondial de l'Alliance pour les droits de la nature justement une législation internationale et une législation nationale pour harmoniser en fait notre droit avec le fonctionnement du vivant. Et donc, dans cette dimension, je dirais que le meilleur moyen, en fait, d'être dans une vision mouvante, dans une vision globale aussi de notre gouvernance, c'est tout simplement d'observer la nature, puisque la meilleure entreprise du vivant, c'est la vie. Et que dans cette dynamique du vivant, nous pouvons créer un droit biomimétique qui respecte le fonctionnement des écosystèmes. C'est aujourd'hui notre seul véritable enjeu, c'est de créer une gouvernance mondiale calquée sur les écosystèmes vivants. Quel esprit de synthèse? Est-ce que vous voulez développer ou est-ce qu'on s'arrête là parce que vous m'avez donné une énorme perche pour passer à la conclusion? En fait, mais on pourrait développer quand même ces idées puisque ce n'était pas du tout la question qui m'était précisée à la base. Retends la perche. C'est que pour rebondir un peu sur ce que j'ai entendu, mais aussi de l'histoire de Rio, c'est un texte qui est profondément anthropocentré à mes yeux. C'est-à-dire qu'il a tous les défauts de la pensée qui se voudrait globale, parce que à mes yeux, cette pensée globale, c'est justement le danger. C'est la pensée qui ne tient pas compte des richesses individuelles, des richesses des civilisations qui ont modelé notre monde. C'est une pensée qui est assimilationniste. Et c'est une pensée qui est fondamentalement juste incompétente pour prendre en compte les mouvements, les richesses de notre planète. C'est aussi, Rio, l'autorisation d'exploiter la Terre au bénéfice des États, mais en fait au détriment des individus, humains et non humains. Rio, c'est beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas été faites aussi. C'est l'implication des femmes, c'est l'implication des peuples autochtones qui ne sont toujours pas reconnus par la France, c'est l'implication des générations futures qui aujourd'hui sont sous-représentés, malheureusement, dans les débats, souvent un peu stigmatisés dans le rôle des générations futures, des jeunes qui parlent pour la planète. Or, nous sommes les descendants de longues lignées de gardiens de la Terre. Et ces descendants-là, comme justement Christopher Stone, comme moi, une de mes penseuses préférées, comme Jane Goodall, ce sont des gens qui ont façonné notre imaginaire parce que justement, ils savaient écouter la Terre, ils savaient parler dans les intérêts de notre planète. Et donc, pour en finir, je dirais qu'il faut repenser Rio en dépassant Rio, c'est-à-dire acter le fait qu'il y avait un ver dans la pomme d'entrée de jeu, parce qu'il y avait une vision faussée de notre rapport au vivant. Il n'y a pas une seule fois dans Rio, justement, l'idée que nous sommes dans une interrelation et un respect mutuel vis-à-vis des droits de la nature. On est toujours dans cette relation que nous, humains, notre progrès est effectivement lié intimement à la santé de notre écosystème, mais il n'y a pas l'idée que notre écosystème, c'est la base de tout, c'est la matrice de laquelle nous sommes sortis, et que nous lui devons respect, assistance, et qu'il doit y avoir une relation honnête, intègre vis-à-vis du vivant, et c'est donc une nouvelle éthique qu'il faut mettre en place. Donc je pense que s'il y a Rio plus 30 et plus 30, il est vraiment urgent d'acter justement ce qui a fait que nous n'avons pas pu relever le défi écologique, relever le défi du progrès, parce que ce que nous appelons progrès a en fait creusé les inégalités. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'inégalités qu'avant. La plupart des ressources qui sont extraites sur notre planète sont attribuées directement au bénéfice de quelques-uns.
et au détriment de tous les autres, humains et non humains, encore une fois. Et donc repenser notre rapport au vivant dans une gouvernance globale, c'est acter des principes très clairs, reconnaître l'écocide devant la Cour pénale internationale, se doter d'une gouvernance écosystémique, en biodynamie, je dirais, qui naît et qui grandit sur une réflexion de respect vis-à-vis du vivant, c'est se mettre à la place d'autrui, humain et non humain. Merci beaucoup.